Alors voilà, donc voici ce que nous voulons faire. Nous voulons donc découvrir un certain nombre de fonctions sous Excel. Et pour justement ce faire, on cherche à réaliser ce premier modèle de calcul à travers lequel on calcule une facture pour un ensemble de produits achetés à des quantités bien sûr différentes, à des prix différents. Et nous voulons bien sûr avoir l'inventaire à la fin en calculant le prix total de la facture. Alors, pour arriver à ce modèle, je vais donc lancer Excel. J'ai déjà un petit problème sur ma machine. Voilà, je lance Excel. J'ai des disques durs qui sont quasi pleins, donc ce qui fait ça me fait retarder la machine. Voilà donc Excel, donc je viens de le lancer. Donc comme vous pouvez bien le constater, Excel c'est un environnement qui vous permet de structurer vos données, mais aussi de structurer vos calculs, de placer vos calculs. Donc comme vous pouvez déjà voir, il s'agit d'une première feuille que vous voyez, mais vous pouvez bien sûr avoir, initialement vous avez 3 feuilles, vous pouvez en ajouter d'autres, c'est clair. Il faut aussi constater qu'au niveau de chaque feuille, il y a des lignes et des colonnes. Donc, par exemple, là, je viens de sélectionner tout, mais vous avez des lignes. Par exemple, là, je sélectionne la ligne 5. Il y a aussi des colonnes. Et à l'intersection d'une ligne et d'une colonne se trouve ce qu'on appelle des cellules, ou une cellule. À l'intérieur d'une cellule, vous avez le droit d'entrer des données. Par exemple, je vais agrandir la largeur de la cellule. Je vais aussi agrandir sa hauteur. Vous voyez, en fait, on pourrait très bien agrandir à partir de ces boutons en tête. Vous voyez, la colonne, il a un en tête et la ligne aussi. Les lignes, ils sont numérotées, les colonnes, ils sont notées par des lettres. Alors, là où il y a la lettre, on l'appelle en tête. C'est un bouton. C'est un bouton avec une couleur grise. Vous voyez, en fait, c'est une couleur qui est grise. Donc, en cliquant sur le bouton, vous allez sélectionner toute la colonne. Mais par la même occasion, si vous vous mettez à la limite, à la frontière, vous pouvez agrandir la colonne. Vous pouvez donc agrandir ou bien réduire la largeur de la colonne. La même chose si vous irez vers la limite d'une ligne, au niveau de l'entête de la ligne, vous avez le droit d'agrandir la hauteur ou bien de réduire la hauteur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donc mettre sur une cellule? Donc, vous pouvez entrer des données. Par exemple, vous avez le droit d'entrer des valeurs entières. Alors, vous allez tout de suite constater que quand vous entrez des entiers, ils sont donc tout de suite alignés vers la droite. Si vous entrez par exemple un texte, comme par exemple le nom d'un produit, si je mets disque dur par exemple, disque dur, si je suppose que disque dur c'est le nom d'un produit, donc regardez par contre, quand vous entrez un texte, Excel il l'aligne à gauche. Cela donc signifie que Excel il reconnaît la nature de l'information que vous mettez dans la cellule. C'est clair? La nature de l'information que vous mettez dans la cellule, il est tout de suite reconnu par Excel. Alors, si je rentre une donnée qui est booléenne, par exemple un vrai ou un faux, regardez, par exemple, lorsque je rentre une donnée comme vrai, celle-là, il est centré plutôt. Si je rentre une date, par exemple une date de naissance, par exemple, si je rentre cette date-là, regardez, il est aligné vers la droite. Donc, les dates, ils sont vues comme les nombres. Les dates, c'est-à-dire une date n'est autre qu'un nombre, ou qu'un nombre de secondes ou bien de millisecondes qui sont écoulées depuis une date origine. Donc, on pourrait voir une date comme un entier. Si on prend une date origine, par exemple, la date de naissance du par exemple, la date de Niger, par exemple, et nous, en tant que musulmans, donc, il y a bien un repère à partir duquel on a commencé à compter. Donc, on pourrait très bien, par rapport à ce repère-là, le nombre de, par exemple, par exemple, ce point-là, c'est le jour d'aujourd'hui, on pourrait déterminer le nombre de millisecondes qui se sont découlées depuis sa date d'origine. D'accord? C'est
entier. Donc une date peut être vue comme un entier. C'est vrai, donc au niveau format, on a l'habitude de voir une date comme composée du jour, du mois, de l'année, de l'heure, des minutes, des secondes, et on pourra aller vers les centièmes, vers les milliers, etc. Donc c'est un ensemble de choses, mais l'ensemble, on pourrait très bien, si on convertit l'ensemble dans une unité bien donnée, par exemple les millisecondes, on pourra faire ça à un entier. C'est ce qui fait que Excel, quand vous lui entrez une date, il l'arrange, ou bien il l'aligne, comme pour les entiers. Il l'aligne vers la droite. Regardez, si je rentre un réel, par exemple, une donnée réelle, par exemple 3,14, 3,14, regardez, en fait, pour mettre la séparation entre la partie entière et la partie fractionnaire, je viens d'utiliser la virgule. En réalité, ça dépend de la langue de votre, ou bien des paramètres linguistiques de votre logiciel. Et ça se règle au niveau du logiciel, ça se règle au niveau de Windows. C'est clair? Donc, par exemple, ici, pour moi, c'est un environnement français. Et par suite, les Français ou les francophones, ils séparent en utilisant la virgule. Les anglophones, par contre, ou saxons, ils séparent avec le point. Donc, ici, on va voir d'ailleurs qu'est-ce que Excel prend comme séparateur. Est-ce que c'est la virgule ou bien le point? En réalité, si je valide de cette manière-là, vous allez voir que 3,14, il a été aligné vers la droite. Cela signifie qu'il s'agit bien d'un nombre. Par contre, si je rentre dans la cellule qui est juste en bas, 3.14, eh bien ça, il ne serait pas interprété par Excel en tant que nombre. Il serait donc interprété en tant que texte. Ce n'est pas une quantité. Donc ça, pour Excel, ce n'est pas une quantité. Parce que je n'ai pas utilisé un bon ou le bon séparateur tel que Excel demande bien d'utiliser. Voilà donc globalement ce qu'il faut savoir au niveau de la saisie des données. Donc, la première chose que vous devez retenir, c'est le type d'une donnée. Chaque fois que vous avez une donnée à manipuler, vous devez être capable de déterminer les types. Quels sont les types de données qu'on vient de voir aujourd'hui, en fait, à travers l'exemple que je viens de citer au niveau d'Excel. Oui, en fait, là, le premier, c'est les données numériques, ou bien les nombres. Les nombres, donc ça aussi bien les entiers que les réels. C'est donc il faut un premier type de données. Deuxième type de données, c'est le texte. Il y a des chaînes. On parle aussi de chaînes. Chaînes de caractères. Troisième type de données que je viens de vous montrer ici. Regardez juste l'alignement, vous allez voir les différents types de données. Les données qui sont alignées au centre. C'est quel type de données celle-ci? Ici, vrai, oui, non, faux. C'est des données dites, oui, moyennes. Des données dites moyennes. Donc le type moyen. En français, on va écrire comme ça, moyenne. D'accord? Des données moyennes. C'est clair? Alors, il y a bien sûr ce qu'on appelle des données composées, comme la date. La date, ou les données de type date. On pourrait bien sûr créer d'autres types. Mais essentiellement, ce sont les types que reconnaît Excel. Excel, il reconnaît des données de ce genre-là. C'est une donnée numérique. Un pourcentage est une donnée qui est comprise entre 0 et 1. C'est ça donc un pourcentage. C'est donc un point qui est situé entre 0 et 1. Donc c'est un réel, c'est un nombre réel. Voilà donc globalement concernant les données que vous avez à retenir. Bien sûr, comment est-ce qu'on saisit les données? Pour répondre au premier point, il faut savoir saisir les données. Là, c'est un jeu d'enfant. Pour saisir une donnée, il suffit juste de repérer la cellule dans laquelle vous voulez le faire. Vous cliquez dessus, donc vous activez la cellule et vous commencez à écrire. Vous utilisez le clavier pour écrire. C'est clair? Constatez bien quand j'écris par exemple un texte qui est trop long, qui est plus long que la largeur de la cellule. Quand je valide, ben, il va apparaître sur les cellules avoisinantes. C'est clair? En réalité, tant que cette cellule avoisinante ne contient rien. Par exemple, si je mets par exemple 100 dans la cellule voisine, regardez, on voit qu'il y a un texte qui est tronqué. Ça, c'est juste une histoire d'affichage. C'est juste au niveau affichage. Mais en réalité, la cellule a déjà pris la valeur. La preuve, si je reviens à la cellule, là où il y a le texte qui est lent, regardez ici, à ce niveau-là, on voit tout le texte.
D'accord? Mais la cellule, il n'est pas suffisamment large pour montrer tout le texte qu'on a mis dedans. C'est clair? Alors, pour agrandir cette cellule, vous devez agrandir toute la colonne. Par exemple, vous venez ici, là, à la limite, et puis là, en fait, il faut venir entre B et C jusqu'à ce que vous voyez cette flèche noire dans les deux sens, horizontale, et puis vous faites glisser. D'accord? Alors, sinon, pour donc redimensionner automatiquement en fonction du contenu, vous ne faites qu'un seul double clic. Alors, en faisant un double clic, vous allez redimensionner la cellule à la largeur juste suffisante pour montrer tout le texte. C'est vrai aussi pour les lignes. Voilà, donc ça, c'est un peu les notions de base que vous devez savoir. Comment vous saisissez une donnée, comment vous dimensionnez la largeur de la colonne, comment vous dimensionnez la hauteur de la colonne, etc. C'est ce que je viens de vous montrer à travers donc, ce que je viens de faire, à travers la démonstration que je viens de faire. Alors, gardons cette feuille sur laquelle j'ai fait donc ces démonstrations et partons à la feuille suivante. Vous voyez bien que la feuille suivante, elle a la même structure. Vous avez bien sûr le droit dans chaque feuille d'entrer des données différentes. Alors, c'est ici où je vais faire mon modèle de calcul. Regardez, je vais respecter la disposition qu'on a donnée là. En d'autres termes, je veux mettre un ensemble d'articles, article 1 jusqu'à article 6, dans la colonne A. Et plus exactement à partir de la ligne 4. C'est clair? Donc, vous voyez bien que pour poser une donnée, il faudrait la localiser, il faudrait déterminer sa position. Donc, si on voit par exemple l'article 1, il est dans la cellule de la colonne 1 et de la ligne 4. Donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais essayer de mettre la même disposition. Alors, donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais revenir. Je vais donc me situer sur la colonne A, ligne 4. Il y a différentes manières d'aller vers une cellule. Soit en allant par les touches de direction, comme ce que je viens de faire maintenant. Vous voyez, vous pouvez faire bouger donc la cellule active. Comme vous pouvez aussi juste la saisir ici. Par exemple, si vous êtes quelque part loin, c'est pas pratique de continuer à faire bouger comme ça. Vous pouvez très bien donc directement aller taper ici, dans cette zone-là, c'est ce qu'on appelle la zone des références, ou bien la zone des adresses. Vous tapez la référence vers laquelle vous voulez vous positionner. Regardez, en fait, j'ai tapé A4, automatiquement, je vais sélectionner la cellule A4. Et là, je vais donc entrer article 1. Article 1. Je valide. Bon, j'ai fait un espace. Alors, je veux maintenant créer les autres articles. Et là, vous allez voir que vous allez en fait voir une chose qui est très intéressante dans Excel, c'est la notion de création de série, la notion de création automatique de série. Par exemple, s'il s'agit de faire article 1, article 2, article 3, etc., il n'y a pas beaucoup de changements si ce n'est que l'indice qui change. Excel est capable de générer une telle série. Il suffit juste de déplacer la valeur en allant le faire à partir de ce qu'on a appelé la dernière fois le poignet de recopie. Alors, c'est le petit rectangle qui se trouve en bas à droite de la cellule active. Si vous le prenez et vous faites glisser, vous allez constater que Excel, il met à jour automatiquement la valeur. Donc, lorsque vous relâchez, vous allez donc créer article 1 jusqu'à article 6. Donc, vous voyez, par exemple, si je veux créer toute la liste de article 1 jusqu'à 100, je ne vais pas avoir de difficulté à le faire. Puisqu'il suffit juste que je fasse glisser de cette manière. D'accord? Et je pourrais donc s'arrêter là où je veux. Je crée donc rapidement les séries de ce genre-là. Les séries donc géométriques, les séries arithmétiques, les séries chronologiques, on les crée facilement sur Excel. Par exemple, pour donner un exemple de série chronologique, si je tape par exemple les jours de la semaine, par exemple lundi, c'est pas la peine de taper mardi, etc. Il suffit juste de prendre la cellule qui contient lundi, et puis vous la sélectionnez, vous irez vers le poignet et vous faites déplacer. Vous allez donc créer la suite.
Ça, c'est ce qu'on appelle une série chronologique. Lundi, mardi, jeudi, etc., mercredi, jeudi, ainsi de suite. Alors, c'est la même chose pour les mois. Par exemple, si vous tapez des mois, donc ça serait pareil. Donc, janvier, je pense que je dois le mettre comme ça. Remarquez bien, là, il ne fait pas d'incrémentation. Il me donne janvier toujours. Et si je mets comment? Parce que j'ai pas donné, en fait, il l'a pas reconnu en tant que, il l'a pas reconnu en tant que mois. Il faudrait que je donne tout le mois, que j'écrive donc, que j'écrive janvier en entier, janvier. Alors, maintenant, je recommence. Voilà, maintenant, il donne la suite. Il donne la série chronologique. Donc, vous voyez bien que on pourrait facilement créer des suites ou des séries chronologiques, des séries d'une façon générale. Quand il s'agit de faire donc ce genre de série, c'est pas la peine de taper toutes les valeurs. Vous tapez uniquement la première et vous faites déplacer. C'est ce que j'ai fait donc pour ces exemples. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de faire donc la ligne qui se trouve dans ou les valeurs qui se trouvent dans la ligne 3, plus exactement à partir de B. Donc, je dois faire désignation, prix unitaire, quantité et prix hors taxe. Je vais donc le faire ici. Là, il n'y a pas de série, donc il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de suite. Je suis obligé de taper maintenant les valeurs. Je vais mettre désignation. Je valide. Alors, quand vous validez par entrée, vous descendez sur la ligne suivante. Mais vous pouvez bien valider par touche de direction vers la droite. Vous irez vers la cellule suivante. Donc, désignation. Quoi d'autre? Prix unitaire. Prix unitaire. Quoi d'autre après? Donc, la quantité. La quantité. Je vais la taper en toutes lettres. Et puis, le prix unitaire hors taxe. Prix unitaire. On a écrit prix unitaire. Bon, on a écrit juste prix hors taxe. Comme ça. Il y a déjà le prix unitaire. Donc, prix hors taxe. Ou bien prix total hors taxe, normalement. Il faut écrire P, T, H, T. Voilà, donc j'ai mis en forme les en-têtes de mon tableau. Maintenant, je vais créer donc je vais entrer les autres données. Bon, on n'est pas obligé de garder les mêmes valeurs que ce qu'on a ici. En tout cas, on essaiera de le faire, mais on n'est pas censé le faire. Donc, je vais rentrer disque d'heure ici, disque d'heure. Je pense qu'on a pris 900 dirhams. On veut facturer 6 unités, 6 disques d'heure. Tout ça, c'est des données. Ce sont les données du modèle que nous voulons calculer. Alors, ensuite, souris. Il faudrait 3. À 80, par exemple. Et puis, après, clavier, carte mère, clavier, carte mère, écran, et l'autre, c'est haut-parleur, les haut-parleurs. Alors, à quel prix? On a supposé que le clavier, ça coûte 130, 700, 130, 700, 650, 450. Pour les haut-parleurs, c'est trop, en fait. 450, c'est trop. Et puis, au niveau valeur, au niveau quantité, on veut donc 15, 5, 9, 7. 15, 5, 9 et 7.
Voilà. Regardez, je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Je vais agrandir donc un petit peu ce que j'ai fait. J'ai besoin de rentrer aussi, d'introduire facture d'avoir. Ici, un titre. C'est le titre du modèle. Je vais l'écrire sur la colonne A, cellule 1. La ligne 1, colonne A. Je vais écrire ici facture d'avoir. Voilà. C'est bon. Alors, j'ai besoin en plus, en dessous de la colonne D, plus exactement à la ligne 11, je vais mettre total hors taxe, TVA, total TTC. À partir de là, je vais écrire total hors taxe, TVA et total 1. Total. Ah, dans la colonne D, oui, je vais les déplacer, c'est pas grave. T, T, C. Alors, regardez, en fait, si jamais vous vous trompez, si jamais vous ne placez pas une donnée à sa bonne place, vous n'avez qu'à sélectionner les données que vous avez déjà faites et vous pouvez bien les déplacer. Regardez, pour déplacer, il faut aller à la frontière de la sélection. C'est-à-dire au contour noir. Vous voyez, en fait, si je me positionne à côté, à la frontière, vous allez voir que la souris va se transformer en une flèche. Et ça vous démontrerait que vous pouvez maintenant déplacer. Il suffit juste de cliquer et de déplacer. Vous avez le droit de déplacer n'importe où. Vous avez le droit aussi de faire ça tout en appuyant sur CTRL. Si vous appuyez sur CTRL, vous allez copier. C'est clair? Alors, je vais annuler. Moi, je veux déplacer ici, là, sous la colonne D, ou dans la colonne D, de telle sorte à ce que prix hors taxe soit à la ligne 11. Voilà, donc j'ai respecté un peu l'emplacement de cette vue-là. Je suis en train de faire pratiquement de la même manière. Voilà. Alors, vous voyez, la saisie des données, je l'ai terminée. J'ai terminé donc de saisir les données. Vous voyez que c'est un jeu d'enfant. Saisir les données, ça vous montre pas d'activité miraculeuse, ou bien ça ne nécessite pas vraiment une grande concentration pour la faire. C'est juste une question de sélection et puis de saisie. Vous êtes capable d'entrer n'importe quoi sur votre feuille. Voilà. Donc, je pourrais déjà dire que le premier point est, ça n'a rien d'important. C'est quelque chose de je suppose que tout le monde saura faire cette activité de saisie de données. Alors, maintenant, on va commencer une autre activité. Et c'est l'activité de saisie de formule, d'expression de calcul. En réalité, je veux faire un calcul ici, c'est clair. Je veux faire aussi un calcul partout là, et bien ici aussi. C'est clair? Pour faire ce calcul-là, sachez bien que nous n'allons plus rentrer une donnée numérique comme ce qu'on avait fait, ou bien une donnée constante comme ce qu'on avait fait. Nous avons besoin d'entrer une expression. Une expression. Et bien sûr, pour informer Excel sur cette entrée-là, il faut absolument commencer par le signe. Donc, retenez bien, pour faire une formule, toute formule Excel doit commencer forcément par le signe égal, ou bien par le signe plus. Vous avez aussi le droit de commencer votre formule par plus. Alors, je vais écrire égal. Et dès que vous écrivez égal, vous disposez Excel où Excel devient prêt à recevoir votre formule. Alors, le prix hors taxe, ça se calcule par. C'est un calcul qui est simple aussi, c'est très simple. Attention, mais par la suite, ça va se compliquer. Ça sera uniquement sur ce qui est simple. C'est-à-dire quand on sait faire ce qui est simple, on saura faire ce qui est un peu moins simple. Si on sous-estime ce qui est simple, on ne saura pas faire ce qui n'est pas. D'accord? Donc,
C'est un peu ça l'idée en fait. L'informatique, toute l'informatique. Il n'y a pas de génie au niveau informatique. Il n'y a pas d'ingéniosité. L'ingéniosité, il est dans le génie, dans l'ingénierie, dans le génie civil. Il y en a qui sont ingénieux. D'accord? Pour l'informatique, c'est plutôt la concentration. Il faut juste être bien concentré et il faut savoir faire ce qui est simple et le composer pour donc faire ce qui est un peu complexe. Alors, regardez, en fait, je veux entrer une formule très simple qui n'est autre que le produit de 900 par 6. 900 par 6. Attention, surtout, il ne faut pas écrire 900 fois 6. Parce que je pourrais bien écrire égale 900. Bien sûr, je sais que vous n'allez pas faire ça. Cette bêtise. 900 fois 6. Si je le fais, ça donnera un bon résultat. Mais ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que Hadi, c'est une formule figée. Si jamais figée, ça veut dire ma 4 haraj. Mais les 4 fixes. Alors, pourquoi il est figé? Parce qu'il n'est composé que de constantes. Il n'est composé que de constantes. Les constantes, au lieu que je les rentre directement dans la formule, le mieux serait d'aller les chercher par les cellules, en indiquant les cellules qui les contiennent. Donc, au lieu de mettre égal 900, là où il y a 900, je vais le remplacer par la cellule qui contient 900, à savoir C4. Donc, je vais changer 900 dans la formule par C4. Et puis aussi 6, je le changerai par la cellule qui contient 6. Fois alors D4. Et de ce fait, j'obtiendrai le même résultat. Mais ce que j'ai gagné, c'est que si jamais le prix change, parce que les prix ils peuvent bien changer. C'est par exemple, on a changé le prix, c'est plus 900, les prix sont à la baisse par exemple, c'est 800 seulement, et bien le résultat il va changer, il va suivre le changement. C'est clair? Sinon, si on avait gardé notre formule, il va falloir changer 2 fois. C'est-à-dire changer 900 qu'on a dans la cellule et 900 qu'on a dans la formule. Donc la règle en informatique, la règle d'or, c'est laquelle? C'est que toute donnée ne doit être saisie qu'une seule fois. Toute donnée ne doit être saisie qu'une seule fois. Donc, chaque fois que vous réaliserez un modèle, ou bien un programme, ou n'importe quoi en informatique, respectez cette règle. Une même donnée ne doit être saisie qu'une seule fois. Donc, pas saisie redondante. Pas de saisie redondante. La même donnée qui se répète plus qu'une fois. C'est quoi l'inconvénient? Si je répète la même donnée plusieurs fois, je risque de se tromper. Par exemple, imaginons on a rentré l'adresse d'un étudiant 2 fois. Ben, il suffit juste d'oublier un 0 ou bien un 1 au niveau de l'adresse et puis on se trouverait avec 2 adresses. On ne saurait plus laquelle est la bonne. Donc normalement, et si jamais l'étudiant a changé d'adresse, lorsqu'il changera d'adresse, eh bien, il va falloir qu'on changera dans toutes les valeurs. Donc si on a deux représentations, il faut changer 2 fois. Si on a 3, il faut changer 3 fois. Donc c'est pas pratique. Il faut donc montrer une donnée qu'une seule fois. Alors donc grâce justement à ça, grâce aux références, je pourrais bien garder ou respecter cette règle. Alors maintenant, retenons bien la formule. C4 fois D4. Ici, par quoi dois-je calculer? Par C5 fois D5. Qu'est-ce qui va changer par rapport à la première formule? Uniquement le 4 qui va changer par 5. Et justement, Excel vous permet ce changement quand vous déplacez la formule. C'est-à-dire, si vous prenez la formule et que vous la déplaciez vers le bas, comme vous avez fait un vecteur déplacement vertical, c'est-à-dire que vous avez changé de ligne, quand vous faites un déplacement vertical, vous le faites sur la même colonne. Donc la colonne ne change pas, mais la ligne a changé. Forcément, Excel va changer aussi les lignes dans les références de la formule. Donc vous voyez que, grâce à ça, on va passer justement à C5 fois T5. Regardez, si je descends encore, je vais passer, je le fais encore une fois, je vais passer à C6 fois D6. Vous voyez, bien sûr, moi je ne vais pas le faire de cette manière, en plusieurs phases. Je vais donc revenir le supprimer. Et je vous ai déjà montré que pour donc faire propager la formule vers le bas, vous n'avez qu'à faire un double clic sur le poignet de recopie. Automatiquement, Excel, il a recalculé, il a mis à jour les formules. Vous voyez donc, ça c'est
c'est une disposition ou bien c'est une aide significative que Excel nous apporte. Alors, mais attention quand même, il faut faire attention. Parce que des fois, quand vous multipliez par une valeur qui ne bouge pas, par notamment ce qu'on appelle un paramètre ou bien un coefficient. Dans ce cas-là, il faut absolument que sa référence ne change pas. Il faut donc se méfier à ce niveau-là, et c'est ça ce qui nous donnera ce qu'on appelle des références absolues ou bien des références mixtes. Alors, dans les formules que je viens de planifier maintenant, C4, D4 constituent des références relatives. C'est-à-dire lorsque vous utilisez C4 ou bien D4, tout ça constitue ce qu'on appelle des références relatives. Pourquoi ils sont dites relatives? C'est relative à la position de la formule. C'est clair? C'est-à-dire, si vous déplacez la formule, ces références vont être déplacées. C'est clair? C'est pourquoi, justement, on les appelle références relatives. Regardez la preuve. Si je déplace horizontalement, à quoi je dois m'attendre, à votre avis? Si je déplace la formule C4 fois D4, horizontalement vers la droite, qu'est-ce que je vais obtenir alors? Oui? Qui peut me donner la formule? Oui? Non? Non, non? Non. Dites-moi seulement, si je déplace ma formule dans ce sens, oui, on aura D4 fois E4. Pourquoi le 4 n'a pas changé? Parce que le déplacement aussi est un déplacement horizontal. Donc, pas de changement de ligne. On a changé de colonne. Et on s'est déplacé d'une seule colonne. Donc, les références au niveau des formules vont aussi bouger de la même façon. Regardez, justement, on obtient D4 fois E4. Mais ça, c'est un calcul non significatif. Ça n'a pas de sens pour nous, ce calcul-là. Ça multiplie quoi par quoi? Ça multiplie la quantité par le prix total. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, je ne dois pas le faire. C'est clair? Alors, voilà, j'ai calculé. J'ai fait mes calculs. Qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois calculer ici. Comment dois-je calculer ici, à votre avis? La somme. Je vais donc mettre égal. Alors, je pourrais faire comme ça. Je vais m'amuser un petit peu en faisant ça. Égal E4 plus E5 plus. Mais comme ça, c'est pas pratique. Vous voyez, on ne pourrait pas calculer comme ça. Donc, on a besoin de raisonner sur, s'il vous plaît, on a besoin de raisonner sur une fonction Excel qui va nous permettre de travailler sur toute une plage. Regardez, en fait, la fonction, il s'appelle somme. C'est ce qu'on appelle les fonctions de groupe. Ils agissent sur des groupes. Fonction de groupement. Fonction de groupement. Fonction statistique. On pourrait les appeler aussi fonctions statistiques. Ils raisonnent sur un groupe d'éléments. Sur une plage. D'ailleurs, dès que vous ouvrez la parenthèse, vous avez le droit de préciser la plage. Regardez comment est-ce qu'on précise, comment est-ce qu'on précise la référence d'une plage. Par exemple, si on prend cet exemple, on a écrit E4, 2 points, E9. Donc, la référence d'une plage signifie par la forme suivante. C'est clair? Il suffit juste de donner l'adresse de début de la plage et l'adresse de la cellule de fin de la plage, séparée par 2 points. Ça constitue ce qu'on appelle une référence de plage. Donc, il y a des références de cellules, il y a des références de zones. Donc ça désigne la référence d'une zone située entre E4 et E9. Je vais fermer, je vais valider. J'obtiens bien sûr un bon résultat. Alors, je veux calculer la TVA. La TVA, donc, c'est, par exemple, on prendra 0,02, 20%, mais sinon, on pourrait donc quelque part mettre le taux de TVA et puis s'en servir. En tout cas, moi, je vais le mettre comme une constante dans la formule. Je vais mettre égal, donc comme vous pouvez bien le constater, on commence toujours par le signe égal, et puis on va mettre donc 0,2, multiplié par le prix hors taxe. Ça donnerait donc le montant de la TVA. Et puis maintenant, je n'aurai qu'à additionner les deux. Je pourrais le faire par la somme, bien uniquement par plus.
D'accord? Puisque ici, on n'a que deux valeurs, donc on pourrait mettre cette valeur plus celle-là. Voilà, donc j'ai terminé mes calculs. J'ai terminé mes calculs. La première, c'est la deuxième. Ah non, non. La première multiplie. Oui, oui, vous aussi, vous pouvez le faire. Oui. Vous pouvez le faire comme ça. Mais la multiplication, il est plus coûteuse que la division. La multiplication, il coûte plus cher. Si on doit les payer, ça coûte plus cher que la division. Donc, si tu peux faire quelque chose par addition, mieux serait de le faire que de le faire par multiplication. Et là, il faudra multiplier A plus B. C'est moins cher. Donc, c'est plus cher, moins cher que ceci. Donc, si tu peux obtenir le même résultat par deux opérations, préférez avoir la somme sur la multiplication. Oui? TVA, c'est le montant du TVA. Comment on l'a calculé? C'est le prix hors taxe multiplié par le taux de TVA. Ici, on a supposé que le taux de TVA, c'est 20%, c'est-à-dire 0,2. D'accord? 20% pour le taux de TVA. Pour la majorité des produits, c'est 20%. Pour certains produits, on pourrait avoir une exception. Comment? Là, je l'ai calculé comme ça, regarde. Je l'ai calculé par 0,2 multiplié par E11. Et E11 n'est autre que la cellule qui contient la somme. D'accord? C'est pas la peine aussi de mettre égal 0,2 fois la somme de toutes les valeurs, parce que vous avez déjà fait tout un effort pour calculer la somme, il ne faut pas le refaire. C'est clair? Voilà. Donc on a terminé de faire le calcul. Ça, c'est un exercice qui est relativement très simple. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est reste alors pour finaliser? Si on le compare avec ça, c'est quoi? Où réside la différence maintenant? Uniquement au niveau de la mise en forme. Donc, on a déjà touché à la notion de forme. On a touché à cette notion-là. Ça, c'est déjà connu. Vous comprenez déjà que c'est la différence externe, que c'est une référence du CE, que c'est une référence du base, que c'est une référence relative. Alors, vous comprendrez que c'est une référence relative qu'il faut enlever la notion de référence. C'est clair? C'est là où vous allez compléter votre compréhension. Chaque fois que vous verrez ce genre d'écriture, il s'agit de référence relative. Chaque fois que vous voyez ça, il s'agit d'une référence relative d'une zone, d'une plage. C'est clair? Qui est bien relative. Donc, je pourrais bien valider ça, c'est déjà fait. Ceci, c'est déjà fait, c'est déjà rempli des formules. Mais avec des références relatives. Alors, maintenant, je vais aller vers la mise en forme. Mettre en forme un code. Hein, c'est le coloriage, c'est le choix des couleurs, etc. Et là, donc, je ne vais pas vous apprendre trop, vous savez certainement déjà faire ça. Alors, regardez, ici, quand vous irez vers votre onglet Accueil, vers l'onglet Accueil, dans le premier groupe de commandes, vous avez donc un groupe qui s'appelle Police. C'est là où vous allez pouvoir changer la mise en forme de l'écriture, de la cellule, etc. Par exemple, je veux donner un fond, une couleur d'arrière-plan ici. C'est clair? Je veux donner une couleur d'arrière-plan. Je vais sélectionner donc la plage et je vais aller donc vers cet outil-là, vers le pot de peinture, et je vais donc aller sélectionner dans la palette de couleurs la couleur qui me convient. D'accord? Je vais donc utiliser une certaine couleur. Voilà. C'est clair? J'ai fait un choix. Bien sûr, chacun il choisira la couleur. D'accord? Il n'y a pas de préférence à ce niveau-là. Mais par contre, il faut faire attention à la clarté, ce qu'on appelle le contraste des couleurs. Vous ne poserez jamais une couleur qui est très vite, qui a une intensité lumineuse très vite, au-dessus d'une autre qui a la même value d'intensité. C'est quand même que le fond soit moins intense que le fort, que l'arrière-plan. C'est clair? C'est-à-dire vous écrivez comme par exemple le tableau et le stylo bleu.
n'a pas écrit avec un stylo blanc. Si on écrit avec un stylo blanc, vous allez bien voir. Si on écrit avec un stylo jaune, vous allez bien voir. Parce que ce sont deux couleurs qui ont un niveau lumineux fort. Il faut donc que le fond ait un niveau de lumière faible et que parfois vous écrivez ait une couleur ou un niveau lumineux fort. C'est ce qu'on appelle justement le contraste. Alors remarquez bien. Par exemple, je vais mettre ici un contraste parce que le noir c'est un niveau lumineux neutre. La chambre noire. La chambre noire, c'est-à-dire là où il n'y a pas de lumière. C'est ça ce qui nous donne la couleur noire. C'est clair? Si vous fermez toutes les fenêtres, pas de lumière qui vient de l'extérieur, vous allez voir même ce plafond qui est blanc, vous allez le voir noir. C'est clair? Donc c'est l'effet de la lumière qui nous montre qu'il est blanc. Mais s'il n'y a pas cette lumière, on va le voir comme noir. Donc, si j'essaie de mettre un fond qui est noir aussi, ben, je ne vais rien voir. Regardez, je ne vais pas mettre le noir, mais je vais mettre quelque chose de proche. Comme ça. Ça, c'est pas le noir. Et quand même, on va lire difficilement ce texte. Parce que j'ai utilisé deux couleurs qui ont le même contraste, le même niveau de contraste. Donc, il faut jouer un petit peu sur les niveaux pour voir quelque chose de clair. C'est un peu ça ce qu'il faut savoir. Alors, mais si je change par exemple l'écriture en blanc, si j'écris avec la couleur blanche, ben, ça devient plus clair. Vous voyez, j'ai inversé le contraste. Ici, c'est valable. Alors, qu'est-ce que je dois faire encore? Eh bien, je vais en fait faire un quadrillage. Je vais tracer les bordures. Donc, je vais sélectionner tout ça, tout ce texte, toute cette plage. Et je vais aller vers les bordures. En fait, regardez, vous avez ici un outil qui symbolise les bordures. Si vous si vous cliquez sur la flèche, vous allez donc choisir comment vous voulez disposer vos bordures. Par exemple, si vous voulez mettre un quadrillage sur le contour et à l'intérieur aussi, vous n'avez qu'à cocher toutes les bordures et ils vont s'afficher de cette manière. Bien sûr, vous pouvez changer la couleur des bordures. Alors, je pourrais le laisser comme ça. Il y a encore d'autres mises en forme. Qu'est-ce qui fait la différence actuellement avec ce qu'on a et ce que nous voulons faire? Essayez de repérer les différences, s'il vous plaît. Oui. Regardez bien ici. La ligne 3, qu'est-ce qu'il a? Alors, regardons le titre, par exemple. C'est très clair. Le titre, il est centré par rapport au tableau. Il est centré, il est en rouge. Donc, je vais l'écrire en rouge. Je vais sélectionner donc la cellule qui contient le titre. Je vais donc l'écrire avec une couleur rouge. Je vais lui donner une taille plus grande. Regardez, en fait, pour agrandir les tailles, vous pouvez cliquer successivement ici, sur grand A, comme ça. Comme vous pouvez aussi ouvrir cette liste et choisir dans la liste. Alors, mais vous constatez aussi qu'il est centré par rapport au tableau. Il est bien centré par rapport au tableau. Pour obtenir cet alignement centré, vous avez plusieurs façons de faire. La première façon, c'est de fusionner toutes les cellules qu'on a là. C'est-à-dire, vous sélectionnez toutes les cellules sur la largeur de tout le tableau et vous cliquez sur ce bouton fusionner et centrer. Fusionner et centrer. Vous pouvez aussi ne pas faire ça. Regardez, je vais annuler. Je peux donc toujours sélectionner tout et demander d'aligner sur plusieurs lignes, d'aligner sur plusieurs colonnes. Regardez, ou bien d'aligner sur la sélection. Je répète, j'ai dit ce que vous constatez actuellement, c'est que le texte n'est pas centré par rapport au tableau. On aimerait bien donc réussir à mettre le texte rouge centré par rapport au tableau. Alors, il y a deux façons de faire. La première, c'est de sélectionner toutes les cellules en face du tableau, donc de la colonne A jusqu'à E, et puis vous cliquez sur fusionner et centrer, de cette manière. Ce bouton-là, il s'appelle bien fusionner et centrer. En réalité, c'est comme si j'ai pris toutes les cellules situées dans les 4 colonnes comme une seule. Et donc, regardez cette cellule maintenant. C'est une cellule qui est très large. C'est une cellule qui s'appelle A1. Vous voyez, il continue bien de se nommer par A1. Et si j'irai vers la cellule qui suit, qui est juste à droite, normalement, je dois trouver B1.
Mais comme la cellule B a été fusionnée, je ne vais plus la retrouver. Je vais sauter directement de A1 vers F1. Donc il n'y a plus B1, il n'y a plus C1, il n'y a plus D1, il n'y a plus E1. Où est-ce qu'ils sont passés? Ben, ils étaient fusionnés pour faire une grande cellule A1. Bien sûr, ce fusionnement, on l'a fait pour que le texte apparaisse centré par rapport au tableau. C'est clair? Et on a bien obtenu un bon résultat. Alors, une autre manière de faire, je vais désélectionner ou je vais retirer la fusion. Je pourrais donc demander, après avoir sélectionné toutes les cellules, en allant ici, là, dans Format, parce que je veux faire justement une mise en forme, Format cellule, je pourrais très bien aller vers Alignement et demander au niveau horizontal, de centrer sur plusieurs colonnes. Regardez, je choisis dans la cellule qui s'intitule horizontale, dans la liste, j'ouvre la liste et je choisis centrer sur plusieurs colonnes. Et ensuite, je valide. Regardez, le texte, il va apparaître centré. Mais là, on n'a pas fait de fusionnement. Quand même, pour retrouver le texte, il faut aller dans A1. Donc, regardez, si je suis dans A1, je vois le texte ici. Mais si j'irai vers B1, il y a bien B1, mais il est vide. C1, il est là, mais il est vide. D1 aussi. Donc ici, on n'a pas fusionné les cellules. On a juste demandé à Excel d'aller déplacer logiquement le texte pour qu'il apparaisse centré, mais à vrai dire, le texte, il est toujours dans A1. Vous comprenez? Vous avez compris un peu l'idée? Bien sûr, vous allez préférer celle qui vous convient. On a deux façons de faire. Vous pouvez toujours faire celle qui vous arrange. Est-ce qu'il y a encore d'autres changements à faire sur le tableau? Il faut bien remarquer qu'est-ce qui fait la différence entre ce tableau et celui que j'ai obtenu. Est-il une différence? Laquelle? Au niveau? Oui, au niveau du symbole monétaire. Ici, on a un symbole monétaire. Ici, on n'en a pas. Donc, il serait intéressant d'ajouter le symbole monétaire. Puisqu'on parle de prix, il faut toujours donc dire, pour préciser le symbole monétaire. Oui. Déplacer quoi? La colonne A. Comment est-ce qu'on a fait pour faire l'alignement? En fait, comme j'ai dit, vous avez deux façons de faire. La première, c'est de sélectionner tout, y compris la cellule A1, et puis de cliquer sur fusionner. Ça, c'est plus simple. La deuxième façon, c'est de sélectionner tout aussi, mais d'aller ici vers format de la cellule, et puis vous irez vers alignement, horizontal, là, et vous sélectionnez dans la liste, au lieu de standard, sélectionnez alignement centré sur plusieurs colonnes. Ensuite, vous validez. Vous obtenez donc le texte qui va se centrer sur l'ensemble des colonnes. La seule différence par rapport à la démarche précédente, c'est que ici, les cellules, on ne les a pas écrasées. Il y a bien la cellule A1, il y a bien la cellule B1, C1, etc. Mais quand même, vous devez toujours garder en esprit que la valeur, il n'est pas... Parce que ça peut tromper, en fait. Là, vous voyez que la valeur, il est en face de B et C. Mais à vrai dire, il est dans A. Pour voir, si par exemple, vous voulez changer le titre, il faut aller vers A1. C'est là où vous allez voir justement le texte ici. Facteur d'avoir. Je vais ajouter un mot, par exemple. D'avoir... qu'est-ce que je vais ajouter en fait? D'avoir... Oui? Alors, récent, par exemple. La facture récente, c'est l'avoir qui est récent. D'accord? Je viens d'ajouter une donnée. Je viens de changer une donnée. Mais je l'ai changée dans A1. C'est clair? Comment? Le tableau? Comment j'ai fait le quadrillage? Alors, s'il vous plaît. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit au départ? Je vous ai dit que c'est juste une simple tâche de concentration. Quelqu'un qui est bien concentré, il va maîtriser parfaitement ce que je fais. Quelqu'un qui va se relâcher un petit peu ou bien qui n'est pas bien synchronisé avec le prof, il me dit coaching. C'est clair? Donc il n'y a pas ça ne demande pas de grande réflexion. Voilà que ça demande surtout une bonne concentration.
Alors, pour ça, en fait, regarde. Ce que j'ai fait, j'ai sélectionné tout le tableau et je suis passé par là, par bordure. J'ai donc ouvert la liste et j'ai choisi le type de bordure que je veux appliquer. Alors, il y a une autre façon, vous pouvez mettre autre bordure, si vous voulez. Autre bordure. Ça vous permettrait, quand vous irez vers autre, ça vous permettrait de sélectionner, par exemple, la couleur de la bordure, le type de bordure, l'épaisseur de la bordure, etc. Par exemple, si je veux donc faire une bordure avec une couleur bleue, par exemple, je vais choisir une couleur bleue. Je dois donc bien sûr recliquer. Je veux par exemple pour la frontière, je veux faire une épaisseur un peu plus grande pour la frontière. Pour l'intérieur, je veux faire une épaisseur fine ou une petite épaisseur. Je pourrais par exemple faire un double trait à l'intérieur. Regardez dans quel intérieur il y a un double trait fin. Pour la bordure, il y a un trait fort. Je valide. Voici ce que j'obtiens. Donc, j'ai changé la bordure. Alors, l'autre remarque ou l'autre différence qu'on n'a pas encore réglée, c'est au niveau du signe monétaire. Alors, je veux bien vous montrer comment vous faites le signe monétaire. C'est très simple, il suffit juste de sélectionner les données et puis aller vers là, dans le bloc qui s'intitule nombre. Vous avez un bouton qui illustre la notion d'argent, les pièces de monnaie. Vous voyez, en fait, c'est ce bouton-là. Il faut cliquer sur ce bouton. Vous allez avoir donc l'unité monétaire qui va s'ajouter. Alors, la cellule stocke les nombres. La cellule stocke les nombres. Mais l'apparence montre l'unité monétaire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'index. C'est toujours un nombre. Tel qu'elle est stockée dans la cellule, il s'agit du nombre. Tel qu'elle est visualisée, on montre en plus le signe monétaire. Alors ici, moi, j'ai déjà réglé le dirham. Alors pour certains parmi vous, ils ne vont pas trouver le dirham. Par exemple, imaginons je veux changer dirham par mat. Parce que je vois en plus au niveau des mots, s'ils utilisent maintenant mat. Alors, je vais donc pourquoi je veux le faire? Pour vous montrer comment je vais pouvoir changer. D'ailleurs, ça serait le cas pour vous si vous n'avez pas encore DH, dirham. Alors, remarquez bien, pour faire le changement, je dois aller le faire au niveau du panneau de configuration de Windows. Au niveau du panneau de configuration de Windows. Regardez, je vais aller vers panneau de configuration. D'ailleurs, mes paramètres linguistiques, régionaux, ils sont réglés au niveau du système d'exploitation. Regardez, je vais toucher donc à la notion de configuration du système pour justement l'aligner à mes préférences linguistiques, à mes préférences régionales. Regardez, en fait, à ce niveau-là, je suis passé donc par démarrer, panneau de configuration. Je vais aller vers horloge, langue, région. Horloge, langue, région. Je clique sur cette commande. Ensuite, je vais mettre vers région et langue. Je ne vais pas changer la date et l'heure. Je vais plutôt changer les paramètres régionaux. Donc, j'irai vers région et langue. Je clique encore une fois. Et puis là, je vais aller vers paramètres supplémentaires. Paramètres supplémentaires. En cliquant ici. Et c'est là où je vais trouver le signe monétaire, ou bien le symbole monétaire. Vous allez trouver que pour moi, actuellement, ce qui est réglé, c'est le dirham. C'est DH. Mais je pourrais bien changer ici. Moi, je veux par exemple changer par mat. Je vais l'entrer et je vais appliquer, je vais valider. Comment? Vous avez dans la liste, vous avez déjà des signes monétaires. Vous avez déjà des signes monétaires par défaut. Mais si vous ne le trouvez pas dans la liste, vous le saisissez. Vous le tapez. C'est clair? J'ai tapé ici mat. Là, pour moi, je veux aller vers mat. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais déjà DH. Pour vous, vous avez le choix. Vous avez DH ou bien mat. Mais on préfère utiliser ce qu'on utilise actuellement. Actuellement, je pense que si vous faites attention au niveau bourse, on ne met pas DH, on met mat. D'accord? Donc, on pourrait très bien mettre mat. Comme ça, on actualise un petit peu le... Alors, une fois que vous le saisissez, vous appuyez sur Entrée. Et regardez, si par exemple, quelqu'un veut changer de séparateur. Par exemple, actuellement, il a le point.
le séparateur décimal, celui-là, symbole décimal. Vous voyez que actuellement j'ai la virgule. Si par exemple quelqu'un d'autre a le point, c'est le moment où c'est l'occasion de le changer. Il peut donc, comme ça on aura tous la même configuration. Regardez, je vais donc valider. Je valide encore une fois. Et puis regardez, tout de suite, ça tient lieu. Ça tient lieu. Attention, quand vous voyez une série de dièses qui s'affiche dans la cellule, ben, il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas s'affoler. C'est seulement une question de largeur. Excel, il vous dit que la cellule n'est pas suffisamment large pour montrer la donnée. Quand c'est le cas, il affiche que des dièses. Pour régler le problème, faites un double-clic dans la colonne, à la frontière, dans la colonne qui pose le problème et celle qui suit. Donc, entre C et D, je fais un double-clic. Automatiquement, j'ai réglé ce problème-là. Donc, vous voyez que quand c'est pas suffisamment large, vous risquez de voir que des dièses. C'est pas grave. Il suffit juste de double-cliquer et vous allez donc voir le tout. Où est-ce que je dois faire encore le mat? Je dois le faire là. D'accord? Et je dois le faire là aussi. J'ai besoin donc de sélectionner une plage composée de deux parties disjointes. Vous voyez, regardez, je dois faire cette sélection. Je veux le faire d'un seul coup. Ce n'est pas la peine de faire deux fois. Je dois donc étendre la sélection en appuyant sur CTRL et je continue à sélectionner. Remarquez bien, si vous continuez à mettre CTRL, vous risquez vous pourrez sélectionner une zone complètement non contiguë, non adjacente. Regardez la sélection maintenant, c'est tout ce qui apparaît en bleu. Cette zone est déjà sélectionnée. Celle-là est sélectionnée. Celle-ci est sélectionnée. Celle-là aussi. Celle-ci aussi, et ainsi de suite. Alors, donc, pour faire une sélection non disjointe, il faut appuyer sur CTRL. N'oubliez pas d'appuyer sur CTRL. Donc, vous faites la première sélection, je répète, la première sélection. Là, vous n'avez pas besoin de faire CTRL. Mais quand vous voulez étendre, quand vous voulez ajouter, appuyez sur CTRL avant d'ajouter. Vous ajoutez à la sélection. Vous obtenez alors ce qu'on appelle une sélection étendue. Alors, une fois fait, vous allez cliquer sur votre, vous revenez à l'accueil et vous cliquez sur le signe monétaire. Voilà, je viens donc de trouver exactement ce que j'ai sur mon tableau. Est-ce qu'il y a encore un autre changement à faire? Est-ce qu'il y a encore un autre changement? Si. Alors ici, on a des titres qui sont centrés en gras. Centrés en gras. Là aussi, c'est en gras. Là aussi, c'est en gras. Ça, c'est centré. Vous voyez, c'est l'alignement. Donc, je pourrais changer ces alignements. Alors, on a demandé de mettre tout ça centré. Centré, donc c'est par là. Centré en gras. D'accord? Tout ça en gras. Alors, ceci, je veux bien le centrer. Ceci, en gras. Je pense qu'on a aussi quadrillé. On a fait ici un quadrillage, là. Je vais donc faire le quadrillage en allant vers autre border. Et je vais choisir le même style de quadrillage. À l'intérieur, je mets double trait. Je pourrais le faire avec la même couleur. Non. Voilà. Et je valide. Voilà. Nous avons donc finalisé ce premier exercice. Vous voyez donc globalement, on a touché à ce point-là. Oui. Oui. Si on change quoi? Oui. Si on change quoi? Oui, bien sûr, tout va changer. C'est-à-dire, si vous changez une quantité, une quelconque quantité, par exemple, c'est pas 6, on a acheté 10, ben, le prix hors taxe va changer, et par suite, le total va changer, et la TVA va changer, tout va changer. C'est clair? Donc, il met à jour les calculs automatiquement.
Excel met à jour les calculs automatiquement. Chaque fois qu'une donnée qui contribue dans une formule change, le résultat de la formule changera. C'est clair? Y a-t-il des questions sur cette première activité? Allons-y. Qu'est-ce qui nous change? Vous avez changé une donnée et le résultat ne change pas. On pourrait très bien désactiver la mise à jour automatique des formules. On pourrait très bien faire ça. Mais ce n'est pas conseillé de faire ça. Je l'ai fait au niveau du panneau de configuration. Je suis passé par démarrer, panneau de configuration. Je vais remettre DH maintenant, puisque actuellement j'ai Mac. Je vais revenir refaire un peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'irai vers, on pourrait directement entrer là, modifier. Et puis on va aller vers format et on va mettre paramètres supplémentaires. Ensuite vers symbole monétaire et je change, je mets DH. Donc maintenant je n'aurai plus math, j'aurai DH. Ok. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Voilà le premier exercice. Alors, s'il vous plaît, cette feuille, par quoi doit-on la nommer, à votre avis? Si on devrait lui proposer un nom, ça serait quoi? Facteur. Donc, regardez, au lieu de garder feuille 2, on va donc le changer par un nom significatif. Regardez, pour changer le nom d'une feuille, vous devez alors double-cliquer sur la feuille, sur l'onglet de la feuille, sur le nom. On fait un double-clic, automatiquement, on sélectionne le nom, on n'avait qu'à s'y dire, vous allez le changer. Je vais mettre facteur. Voilà. Alors, bien sûr, après changement, il faut appuyer sur Entrée pour valider. Alors, les autres feuilles, ça ne sert plus à rien. Donc ici, pour ce classeur, on a besoin d'une seule feuille. On pourrait bien les enlever, les supprimer. Regardez, je vais supprimer cette feuille. Comment? J'étais en train de faire juste des démonstrations ici. Mais ça ne contient pas d'informations utiles à préserver ou à garder. Donc je vais supprimer la feuille 1. Pour supprimer une feuille, allez vers l'onglet de la feuille et mettez bouton droit. Et vous allez mettre supprimer. De cette manière. Bien sûr, il vous demande, parce qu'il y a des données, il vous demande une confirmation pour ne pas perdre les données. Je vais donc mettre supprimer. La même chose s'il n'y a pas de données, il ne va pas vous poser la question. Supprimer. Voilà, il supprime directement la feuille 3 parce qu'il n'y avait rien. Donc, c'est un classeur un peu particulier composé d'une seule feuille. Il ne me reste qu'à l'enregistrer. Je vais donc enregistrer mon classeur. En cliquant sur la disquette, je vais donc l'enregistrer dans votre classeur. Souvenez-vous, on a créé la dernière fois une hiérarchie de classeurs, de dossiers plutôt. On les a créés dans C. J'avais créé donc vos dossiers dans C. Je les ai appelés PMG Pacasa, donc deuxième CP, je pense. Vous vous souvenez comment est-ce que j'ai créé votre dossier la dernière fois? Je l'ai appelé comment? Si. On a créé des dossiers la dernière fois. EMG. Là, c'est la première fois qu'on travaille avec Excel, mais on a créé... Bon, peut-être que je l'ai fait dans D. Bon, c'est pas grave, je vais recréer. Deuxième CP. EMG. Ah non. Donc je vais le faire dans C. Je crée un dossier actuellement dans C. Moi, j'ai l'habitude de nommer ces dossiers par l'école d'abord, parce que j'ai déjà EMG Casablanca, donc je vais mettre EMG Rabat. Et à l'intérieur, je vais mettre votre dossier. Deuxième CP, deuxième classe prépa. Et puis à l'intérieur, je mettrai un dossier pour les fichiers Excel.
Excel. Je vais l'ouvrir et je vais donc sauvegarder ce dossier à l'intérieur, ce classeur à l'intérieur. Je nomme le classeur par, lui aussi par facteur. Par facteur. Voilà. Voilà, on a terminé donc le premier exercice. Toutefois, il y a un petit aspect que je vais vous montrer, s'il vous plaît. C'est notamment, en fait, parce que quand on a fait tout cet effort, bon, ça nous a coûté peut-être 20 minutes de travail, je ne veux pas que quelqu'un viendra changer les résultats. Par exemple, là, il y a des résultats, il y a des formules. Donc, normalement, il ne faut pas autoriser à ce que quelqu'un ne fait pas attention et viendra faire comme ça. C'est clair, il va écraser mes formules. Ça, c'est mauvais. C'est-à-dire, on pourrait, surtout pour les modèles qui sont complexes, des fois, on pourrait rester 1 heure, 2 heures à le faire, à préparer le modèle. Une fois fait, ça serait bête de revenir écraser ce qu'on a fait. C'est une perte d'effort. Donc, vous voyez que ça, c'est pas bien. Il ne faut pas l'autoriser. Donc, il faut absolument, bien sûr, je vais annuler pour ne pas perdre ma formule. Il faut absolument verrouiller ces cellules contre l'écriture. Donc, la règle générale, c'est que tout dans une feuille de calcul, il nous faut laisser ouvert ou non verrouillé que les cellules de données. Les cellules là où il faut poser des données. Et tout le reste, il faut qu'il soit verrouillé. Comment est-ce qu'on va faire justement ce verrou?